Bonjour, soyez les bienvenus dans votre journal régional. Dans l'actualité, en ce mardi 23 juin, une nouvelle action des agriculteurs pour réclamer plus de contrôle sur l'origine des viandes. Ils ont bloqué la nationale 165 au niveau de la Roche-Bernard hier soir. Le procès dit des paris suspects sur le match de handball Cesson-Montpellier, de la prison avec sursis requise à l'encontre des frères Karabatic et aussi à l'encontre de Michael Robin, gardien de Montpellier en 2012 et qui joue au Rennes Cesson Métropole Handball aujourd'hui. Un poste de commande de 2400 mètres carrés pour tout le réseau Grand Ouest de la SNCF. Ce nouvel équipement a été inauguré à Rennes ce matin. Il va permettre de gérer l'aiguillage et l'alimentation électrique de nombreuses lignes. Jacques Rapoport, président directeur général de SNCF Réseau, est notre invité. Opération coup de poing des agriculteurs hier soir dans le Morbihan, toute production confondue. Les éleveurs se disent en difficulté financière et réclament une meilleure répartition des marges. Ils veulent aussi que la grande distribution affiche clairement l'origine des viandes. Alors la FDSEA 56 a organisé le blocage de la nationale 165 à la hauteur de la Roche-Bernard pour contrôler les camions qui rentraient en Bretagne. Tout produit qui n'affichait pas clairement son origine a été déchargé. Stéphanie Zad, Mathieu Baudouin. Le lait sur le feu est en train de déborder. La manifestation d'hier soir a commencé par une opération escargot sur la RN 165 autour de l'aire de repos de Marzan. 150 agriculteurs à bout de finances, une dizaine de tracteurs, un barrage filtrant pour les camions frigorifiques et une vérification systématique du contenu des remorques pour connaître l'origine des marchandises. On tape souvent sur la grande distribution, mais la grande distribution nous disent qu'ils sont prêts à payer plus cher pour que ça revienne aux producteurs, mais le problème c'est que le retour aux producteurs ne se fait pas. Donc à un moment donné, certains maillons de la filière, elle va où la plus-value? Et le retour aux paysans ne se fait pas. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui ne jouent pas le jeu. La gendarmerie ayant détourné la circulation, les agriculteurs ont improvisé un autre barrage à la Roche-Bernard. Une vingtaine de camions ont été contrôlés et toutes les marchandises qui n'avaient pas de mention d'origine ont été déversées sur le bord de la route. On n'a aucune origine, on ne sait pas d'où ça vient. Merguez de dinde en vrac. Aucune origine. Pas d'origine. Et puis, pas de moment où il n'y a pas d'origine. Et puis là, tu as brochette de dinde, pure viande en vrac avec. C'est transformé en France, donc on ne sait pas d'où elle vient. Tout à l'heure, on allait. Et c'est ça que vous contestez. Et c'est ça qu'on conteste. Les viandes estampillées ont été laissées dans les camions, même si ça laissait un goût amer dans la bouche des exploitants porcins. On voit en fin de compte que ces gens-là rendent de la poitrine espagnole pour transformer alors que c'est quelqu'un qui a un abattoir. Donc cette chose-là, on l'a pas détruit la viande parce que c'est espagnol à l'origine, mais on va le dénoncer quand même parce que c'est quand même pas logique qu'une entreprise française bretonne rende de la viande matière première espagnole pour la transformer en Bretagne en plus. Les agriculteurs ont promis d'autres actions dans les jours qui viennent si leurs revendications sur l'étiquetage de la provenance des produits n'étaient pas entendues. Et le barrage a été levé vers minuit et demi. En bref, une femme de 33 ans, habitante de Rospordin, est décédée dans un accident de la route vers 23h30 hier soir. Sa voiture a effectué une sortie de route sur la départementale 765 entre Rospordin et Saint-Yvy. La conductrice a percuté un poteau électrique et a été éjectée de son véhicule. Une enquête de gendarmerie doit permettre de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Il gardait les buts de Montpellier en 2012. Il évolue au Cesson Rennes Métropole Handball aujourd'hui. Michael Robin fait partie des prévenus qui encourent désormais de la prison avec sursis depuis les réquisitions hier dans le procès dit des paris truqués, paris effectués par des joueurs de Montpellier ou des proches sur la rencontre Cesson-Sévigné-Montpellier le 12 mai 2012. Prison avec sursis également pour les frères Karabatic. On fait le point avec Séverine Breton. Il y a eu entente, tricherie, et vous êtes tous impliqués dans cette histoire. Le réquisitoire du procureur de la République de Montpellier est sévère, tranchant, et il rappelle les faits. Ce 12 mai 2012, l'équipe de hand de Montpellier, multiple championne de France, affrontait Cesson-Sévigné, en lutte pour son maintien. Et soudain, à la Française des Jeux, les compteurs s'emballent. 100 000 € sont pariés, 4 à 5 fois plus que d'habitude, sur la victoire de Cesson. Et comme par hasard, sur le terrain, Montpellier joue moins bien qu'à l'accoutumée. Des experts ont détaillé le match et noté que l'équipe n'y a pas mis les ingrédients de ses victoires. Ils parlent de convergence d'indicateurs anormaux, trop curieux pour être honnête.
Vous et vos compagnes, vous avez parié et vous avez laissé filer le match. Ce faisant, vous avez bafoué l'éthique sportive, assène le procureur. Il requiert donc des peines de prison de 3 à 6 mois avec sursis et de lourdes amendes à l'encontre des joueurs impliqués. 3 mois avec sursis et 10 000 € contre Michael Robin, alors gardien de Montpellier, qui, ironie du sort, a depuis signé à Cesson. S'il a reconnu avoir eu connaissance des paris, l'homme, lui, n'avait pas misé. Ils ont commis des erreurs d'ordre moral, éthique, vient de plaider un des avocats. Mais ce ne sont pas des voyous, ce sont des braves gens, les smicards du sport professionnel. Comment préserver le stock de langoustines ? Les pêcheurs et la Commission européenne de la pêche ne voient pas les choses du même œil. Bruxelles veut obliger les pêcheurs à débarquer toutes leurs prises, y compris les langoustines trop petites, afin de mieux mesurer les prélèvements. Les marins affirment qu'en les rejetant en mer, elles pourraient survivre. Ifremer mène donc une étude pour tenter d'y voir clair. Muriel Lemorvan, Gilbert Kefelec. On a tous vu chez le poissonnier des langoustines frétillées et c'est à cela que l'on se dit qu'elles sont fraîches. Sans amener les membres de la Commission européenne à la poissonnerie, les pêcheurs doivent prouver avant la fin de l'année que le taux de survie des langoustines est élevé et qu'ils peuvent donc continuer à rejeter à la mer les spécimens trop petits, alors que la nouvelle réglementation du zéro rejet les obligerait à les débarquer au port à partir du 1er janvier 2016. Il nous paraît tout à fait dommageable de ramener de la langoustine vivante hors taille, mourir sur le quai pour être transformée en je ne sais quelle surimi. Il vaut mieux qu'elle retourne à l'eau puisqu'elle a un taux de survie important. Des études ont déjà été menées pour évaluer ce taux de survie, environ 60 à 70%, mais la méthode employée n'était pas suffisamment fiable selon le Comité international pour l'exploration de la mer, d'où cette nouvelle opération de marquage à bord. Et là je vais traverser juste derrière la tête, avec l'aiguille, il y aura la marque dessus et je vais couper ici. Ce projet qui s'appelle Ensure, on marque la langoustine et on les remet dans les conditions normales de vie d'une langoustine sur le fond. Et on essaye de récupérer ces langoustines marquées et donc on fait appel au public pour qu'ils nous ramènent, ou aux pêcheurs qui nous ramènent des langoustines marquées. C'est la survie de la pêcherie de langoustines du golfe de Gascogne qui se joue là, en ce moment, dans ce bateau, avec le marquage de langoustines. Reste à savoir si dans l'immensité de la mer, les langoustines marquées accepteront de se faire repêcher une seconde fois. Reste à savoir aussi si la Commission européenne, dont le but est de forcer les pêcheurs à avoir des engins plus sélectifs, sera convaincue par cette nouvelle campagne. Président de région, préfet et PDG de SNCF Réseau réunis ce matin pour une inauguration en grande pompe du tout nouveau centre de commande SNCF du Grand Ouest. Le bâtiment de 2400 mètres carrés est basé à Rennes. C'est une tour de contrôle high-tech qui va permettre de gérer l'aiguillage et l'alimentation électrique de très nombreuses lignes. Le PDG de SNCF Réseau est en direct avec nous depuis ce poste de commande. Bonjour Jacques Rapoport. Bonjour. On pense évidemment à la gestion de la future ligne à grande vitesse Bretagne-Paris, mais cet équipement va aiguiller les trains bien au-delà. Oui, effectivement, c'est un équipement nouveau que nous inaugurons aujourd'hui et qui va permettre de gérer la ligne à grande vitesse, comme vous venez de l'indiquer, qui va permettre aussi de gérer tous les aiguillages de la gare de Rennes, qui sont très nombreux puisque nous avons un train toutes les 3 minutes en heure de pointe, et puis qui va permettre aussi de gérer l'alimentation électrique, là non seulement de Rennes, non seulement de la LGV, non seulement de toute la Bretagne, mais aussi d'une grande partie de l'ouest de la France. C'est donc un équipement complètement stratégique qui va contribuer et concourir activement à l'amélioration du service que nous rendons à tous les usagers. Alors justement, du système qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire, de nouveau ? Est-ce que par exemple il permet de gérer plus rapidement les incidents sur les voies, de remettre en circulation les trains plus rapidement après un accident ? Alors son premier objectif, c'est pas de gérer les incidents, c'est d'éviter qu'ils ne surviennent. Nous avions précédemment des installations anciennes qui remontaient souvent dans les années 30 et donc qui étaient beaucoup plus fragiles que ne le sont les équipements informatiques. Et notre premier objectif est de faire en sorte que la régularité soit assurée et que les incidents soient évités. C'est bien ça l'objet de la modernisation technologique à laquelle nous procédons.
Alors, vous êtes PDG de SNCF Réseau. Un mot sur les réseaux. Donc, les autocaristes proposeront bientôt du Brest-Bordeaux ou du Quimper-Nantes. Est-ce que les réseaux de la SNCF vont rester compétitifs, vont pouvoir résister ? Vous savez, l'histoire du transport montre que chaque fois qu'apparaît une nouvelle offre de transport, c'est moins la précédente qui est cannibalisée, mais plutôt une augmentation générale de la mobilité. Donc nous sommes prêts, nous modernisons le système ferroviaire, nous renouvelons le matériel roulant, nous veillons à la régularité. Je n'ai aucun doute que le transport ferroviaire restera compétitif et que les usagers continueront de nous choisir aussi fréquemment et même encore plus qu'ils ne le font aujourd'hui. L'arrivée du TGV et l'accélération y concourent. Un tout dernier mot sur l'emploi sur ce site à Rennes. Ce nouveau centre a fait venir de nouveaux agents en Bretagne ? Oui, d'abord, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé à la construction du site. Et c'est ici 40 emplois qui sont créés, qui sont centrés sur Rennes et qui vont gérer une grande partie du réseau de l'ouest de la France de la SNCF. Merci beaucoup Jacques Rapoport en direct donc, de ce nouveau centre de gestion de la SNCF à Rennes. Merci beaucoup. Action, Lynn Renaud est en tournage à Brest pour un téléfilm intitulé « Rappelle-toi », un film de Xavier Duringer. Le réalisateur avait déjà tourné le film « Rouge sang » avec Sandrine Bonner dans la cité du Ponant. « Rappelle-toi » nous plonge dans l'histoire de la résistance brestoise. Florence Malézieux, Bleu N Le Borgne. Action! Le réalisateur Xavier Duringer s'est réellement ancré à Brest. Il a choisi d'y retracer l'histoire de Mado, une ancienne résistante communiste, interprétée par Lynn Renaud. Cette femme de l'ombre, héroïque, était la sœur de l'un des 19 fusillés brestois au Mont Valérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire vraie qui a affecté de nombreuses familles brestoises, un hommage à la résistance bretonne. Les premiers résistants, finalement, ont commencé dès 1941. Les premiers réseaux de résistance étaient bretons, aussi bien sur la rade qu'à la SNCF, et que les premiers faits d'armes ont été faits à Brest. Et puis que c'est une... Quand on regarde sur le nombre de résistants français, 1 sur 3 était breton. Brest, au passé douloureux, fascine le réalisateur. À Brest, il y a une forme de mélancolie. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais oublier, et souvent dans les conversations, reviennent à chaque fois l'ancienne ville, comme s'il y avait une sorte de paradis perdu qui se trouve à 25 mètres sous les décombres. Dans l'histoire, Mado revient à Brest après une absence de 68 ans sur les traces de son passé. Toute ma famille était communiste, mais le communisme d'avant-guerre n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mado retrouve un ami dans cette ville qu'elle ne reconnaît plus. L'histoire émeut l'actrice qui a connu la guerre et dont la mère était résistante. L'héroïne, femme de conviction, fait écho en elle. Il y a surtout une très belle histoire d'amour aussi. Voilà. Une belle histoire de famille, une belle histoire d'amour, une histoire vraie. L'émotion sort toute seule. Je crois que c'est probablement une des plus belles histoires et un des plus drôles que j'ai tourné jusqu'à présent. Le tournage, qui aura mobilisé 400 figurants brestois, se terminera le 9 juillet prochain. Le téléfilm sera diffusé cet hiver sur France 3. Une dernière information que vous retrouvez sur notre site internet. Alain Thébault réalise le rêve de voler sur l'eau d'Éric Tabarly, rêve sur l'hydroptère. Il a quitté Hawaï pour s'élancer vers Honolulu et tenter de battre le record de la traversée du Pacifique. Article complet donc sur notre site internet. Le prochain journal régional, c'est un petit peu avant 19h. Très bon après-midi. Votre actualité régionale à suivre également sur l'application France 3 Régions.